Les obsèques de la lionne Jean de La Fontaine. Votre texte ne commence qu'au vers 17. Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince, ou s'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime 1000 corps. C'est bien là que les gens sont de simples ressorts. Pour revenir à notre affaire, le cerf ne pleura point. Comment eût-il pu faire? Cette mort le vengeait. La reine avait jadis étranglé sa femme et son fils. Bref, il ne pleura point. Un flatteur l'alla dire, et soutint qu'il l'avait vu rire. La colère du roi, comme dit Salomon, est terrible, et surtout celle du roi lion. Mais ce cerf n'avait pas accoutumé de lire. Le monarque lui dit, « Chétif, hôte des bois, tu ris, tu ne suis pas ces gémissantes voix. Nous n'appliquerons point sur tes membres profanes nos sacrés ongles. Venez, loup, vengez la reine, immolez tous ce traître à ces augustes mânes. » Le cerf reprit alors, « Sire, le temps de pleurs est passé, la douleur est ici superflue. Votre digne moitié, couchée entre des fleurs, tout près d'ici m'est apparue, et je l'ai d'abord reconnue. Ami, m'a-t-elle dit, garde que ce convoi, quand je vais chez les dieux, ne t'oblige à des larmes. Aux champs élyséens, j'écoutais 1000 charmes, conversant avec ceux qui sont saints comme moi. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. À peine on eut ouï la chose, qu'on se mit à crier « Miracle, apothéose !» Le cerf eut un présent bien loin d'être puni. Amusez les rois par des songes, flattez-les, payez-les d'agréables mensonges, quelque indignation dont leur cœur soit rempli, ils goberont l'appât, vous serez leur ami. L'analyse linéaire, donc, qui consiste par le biais de la première personne du singulier, le pronom « je ». Je définis. C'est donc une implication extrêmement forte qui va avoir pour but la critique des courtisans. C'est sensible au vers 18 où on trouve une antithèse entre les adjectifs triste, gai, qui montre la versatilité des courtisans, et la seconde partie du vers 18 illustre cette même idée avec le chiasme prêt à tout indifférent. Eh bien, c'est ce qui continue la critique qui se fait de plus en plus virulente par rapport aux courtisans qui ne sont que flatterie et qui se contentent d'imiter les états d'esprit du roi lion. Il faut noter la rime des vers 19 et 20, être, paraître, là est la question. Pour le fabuliste, les courtisans ne sont pas dans ils se contentent d'être dans le paraître, et ce qui est éminemment critiquable, tant au sens de la morale que de la vertu. S'ils ne peuvent l'être, comprend une négation en même temps qu'une hypothèse. Eh bien, il s'agit là de montrer un jeu sur les apparences pour être à la cour. Le vers 21 contient 2 périphrases métaphoriques qui se réfèrent aux courtisans, mettant encore en avant leur versatilité, c'est-à-dire leur capacité à changer d'émotion très vite, de manière immédiate, selon l'état d'esprit du roi. C'est ce qui est entendu par la référence à l'animal caméléon qui prend les couleurs de son environnement. Et la périphrase qui contient le terme singe renvoie à l'idée d'imiter mais mal, quand on singe quelqu'un. Le vers 22 va amener une métaphore réductrice pour les courtisans et qui reprend sur cette idée qu'ils perdent leur être. C'était sensible à la rime être-paraître. Ils perdent leur être à vouloir quêter par la flatterie les bonnes grâces du roi. La métaphore « un esprit anime 1000 corps », eh bien, il y a l'antithèse entre 1 et 1000. L'esprit serait le roi et 1000 corps, les courtisans. Les courtisans apparaissent donc même de manière réifiée, choséifiée. Ils sont dépersonnalisés puisqu'ils perdent leur être. Ils sont présentés comme de simples ressorts, c'est-à-dire, encore une fois, le roi en fait ce qu'il en veut.
Cette parenthèse critique avec une très forte implication du fabuliste se termine au vers 23 et le vers 24 sert de transition et il invite le lecteur à reprendre la narration, le récit qui était fait dans cette fable. L'adjectif possessif nôtre inclut à la fois le fabuliste mais aussi le lecteur. C'est un procédé de persuasion pour intéresser le lecteur à l'histoire. Ça participe de la dimension claire de l'apologue. Le vers 25 apporte une information avec une négation catégorique, ne point. Le cerf ne pleura point, suivi de la question rhétorique, comment eût-il pu faire? Le fabuliste, d'un point de vue omniscient, ici, va nous révéler l'origine de l'attitude du cerf. Nous apprenons grâce à la syndète du vers 26, place du point-virgule, l'omission volontaire du néologique, que la reine s'était rendue coupable de l'assassinat de la femme du cerf et de son fils. Alors une biche et un faon sont les symboles par excellence de l'innocence, de la douceur, de la grâce, ce qui rend le meurtre encore plus horrible. Et ensuite sur le fait qu'il est lui dans l'être et non pas le paraître. Il ne peut se forcer à feindre. C'est sensible à l'anaphore de la phrase « Le cerf ne pleura point » du vers 25 au vers 28, bref, il ne pleura point. La seconde partie du vers 28 est vraiment à noter puisque il s'agit du fait que la faute du cerf va être rapportée au roi. Alors le fait de rapporter est déjà un exercice assez puéril, et surtout l'article indéfini 1 indique bien que, en l'occurrence, il s'agit d'un tel flatteur, mais ça aurait pu être n'importe lequel, puisque aucun courtisan ne vaut mieux que ses congénères, et il faut écouter les sonorités. Un flatteur l'alla dire, on a cette allitération en L qui décrédibilise complètement les propos qui sont tenus, on suppose, par ce flatteur, puisqu'on a affaire à du discours narrativisé qui marque la distance que prend le fabuliste, non seulement avec l'acte de rapporter, mais en plus avec les propos qui vont être tenus par cet individu. On entend clairement Lala, donc rien d'intéressant, rien à retenir. Et le vers 29 nous informe que le flatteur manque encore davantage de morale, on va dire, et de vertu, puisqu'il va amplifier la faute du cerf en mentionnant le verbe rire, qui est plus fort, qui est en antithèse avec pleurer, mais qui est plus fort que d'avoir une attitude indifférente. On note le plus que parfait avait vu à valeur d'antériorité. Les vers suivants vont s'attacher à la réaction du roi une fois qu'il apprend ce crime donc de lèse-majesté, avec une comparaison. La colère du roi est assimilée à celle de Salomon. Il faut noter la diérèse vers 31 du mot lion, roi lion. On est dans l'hyperbole et terrible, et surtout avec insistance. Donc il y a une information quant à la figure du roi en tant que monarque. Il peut disposer de la vie de ses sujets, il a le droit de vie et de mort sur ses sujets, ce qui est une critique de son pouvoir absolu. Et le cerf est présenté, encore une fois ici, par un plus que parfait d'antériorité qui nous renseigne sur la nature du cerf, qui n'a pas ce genre de renseignement, qui n'est pas prévenu, et ce qui pourrait expliquer son acte presque de crime de lèse-majesté et son attitude finalement très innocente, mais dans l'être. Le monarque va bénéficier du discours direct pour une première raison, d'abord parce qu'il est le roi, et c'est une marque de sa position
dominante dans la hiérarchie, mais aussi pour donner au lecteur ou à l'auditeur de la fable, eh bien, lui permettre de tirer ses propres enseignements sur la personnalité du roi en, en reportant, en rapportant strictement et de manière la plus authentique qui soit les paroles. Le discours du roi s'initie par une périphrase péjorative qui désigne le cerf. C'est une périphrase qui rabaisse le cerf et montre le mépris du roi avec l'adjectif chétif qui est synonyme de faible. Chétif, hôte des bois. Tuerie est une reprise du constat et du comportement du cerf dans la dimension de théâtralité que peut prendre une fable de La Fontaine. On a affaire ici presque à une didascalie interne. Je vous l'ai expliqué dans l'analyse linéaire, vous irez voir. Tu ne suis pas ces gémissantes voix. Le constat ici est tiré à l'aide de la tournure négative. Gémissante voix pourrait passer pour une vision très réductrice des courtisans qui se limitent à leur plainte lors de l'enterrement de la reine. Les vers 35 et 36 vont montrer le châtiment que le roi réserve aux cerfs avec un futur programmatique appliqueront qui est à la première personne du pluriel puisque le roi emploie évidemment le nous de majesté. La négation catégorique montre le mépris du roi qui ne s'abaisse même pas à vouloir tuer lui-même le cerf, et, ne serait-ce qu'à entrer en contact avec lui. Il y a cette antithèse entre les adjectifs sacrés et profanes qui illustre bien toute la différence hiérarchique qu'il y a entre ces deux personnages. D'ailleurs, il tutoie le cerf. Son côté absolu est très très autoritaire, son côté despotique est montré par les 3 impératifs qu'on retrouve en un vers et demi: venez, venger, immoler. Les termes sont extrêmement péjoratifs, dépréciatifs, assez Auguste Man. On peut comprendre ici avec l'adjectif Auguste, d'ailleurs en position numérique devant le nom commun, man, et bien qu'il s'agit de rendre hommage à l'esprit de la reine. On pourrait imaginer que le cerf soit confondu, épouvanté par ce qu'il attend. Or, il va faire preuve d'un courage extraordinaire et beaucoup de sang-froid. Il va reprendre la parole et il a lui aussi, chose à noter, droit au discours direct sous la plume du fabuliste. Cette fois-ci, ce n'est pas éventuellement pour constater des défauts chez le cerf, comme on peut les deviner au discours du lion. Ici, il s'agit de montrer toutes les capacités du cerf et toutes les capacités qu'il a en ce qui concerne l'imagination et la pensée. Le parcours choisi pour cette séquence. Il interpelle le roi par son titre, donc c'est une preuve de soumission, en tout cas de respect du titre du lion. La périphrase « le temps de pleurs » évoque le moment du deuil, qui serait, selon le cerf, fini. On peut voir une ascendette au vers 40 si on veut. Donc la douleur est ici superflue, qui viendrait expliquer de manière rationnelle son attitude, très étrange aux yeux des courtisans et du roi. Et cette attitude du cerf, il va en expliquer l'origine grâce à une vision qu'il aurait eue de la reine. Votre digne moitié est une périphrase qui la désigne de manière au sens premier méliorative, mais on dénote ici les premières marques du registre ironique qui imprégner tout le discours du cerf, puisque digne moitié, qui désigne la reine, elle est évidemment aussi cruelle et critiquable que son mari le roi. Couchée entre des fleurs, on a un champ lexical de la nature, de la nature
de la description, on va dire, du paradis. L'important, c'est que le cerf représente un élu de la reine, c'est-à-dire qu'elle a choisi de lui apparaître à lui. Elle est d'ailleurs sujet, grâce à cette périphrase, votre digne moitié m'est apparu, et le cerf apparaît en position très humble de complément d'objet indirect, m'est apparu, M', est apparu à moi. Il est donc choisi par la reine, et je l'ai d'abord reconnu, il n'apparaît qu'ensuite. Il a d'abord laissé la reine apparaître en premier dans son discours. Ce qui est très notable, c'est qu'il va enchasser le discours direct de la reine, les mots qu'elle lui aurait adressés, dans son propre discours direct au roi. Annie m'a-t-elle dit, elle l'interpelle et marque peut-être pas sa tendresse, mais en tout cas l'importance qu'elle accorderait au cerf. Et il y a en incise le verbe de communication, m'a-t-elle dit, et encore cette présence certes subtile et très humble du cerf, mais qui néanmoins est encore celui qui a été choisi par la reine. C'est le M'. Garde que ce convoi, elle emploie un impératif, évite que ce cortège, pour lui donner un ordre quand même de l'au-delà. Elle précise qu'elle serait en train d'arriver au paradis, alors un paradis antique, on est au XVIIe siècle, les Champs-Élyséens qui sont l'endroit assimilé au paradis, et l'hyperbole qui vient souligner mille charmes, l'état, on va dire, de béatitude dans lequel elle serait, qu'il faut néanmoins tout de suite nuancer avec le registre ironique qui se poursuit, notamment avec la mention de ceux qui sont saints comme moi, la comparaison, le mot saint est probablement à reconsidérer grâce au registre ironique. La reine de son vivant n'avait rien d'une sainte, et on peut imaginer que le cerf s'amuse à dire sa vérité sous couvert, c'est-à-dire à critiquer les figures royales sous couvert du registre ironique, qui ne va pas être décrypté par le monarque. L'image du monarque est donc dégradée. Il n'a pas l'intelligence de décrypter l'ironie, il n'a pas l'intelligence de traduire ce registre ironique. Un autre impératif vient ponctuer le discours de la reine, laisse. Ici aussi, il s'agit d'un ordre, mais clairement, derrière les propos de la reine, on comprend que c'est bien le cerf qui s'amuse du monarque. Laisse agir quelque temps le désespoir du roi, j'y prends plaisir. Évidemment, il s'agit bien ici du plaisir du cerf de voir, au moins par la mort de la reine, un peu venger sa femme et son fils. À noter l'antithèse désespoir-plaisir. L'immédiateté de la réaction de la cour est soulignée par les termes « à peine », et ça renvoie de nouveau à la versatilité des courtisans et à la réaction finalement de leur coup de théâtre, prêt à sacrifier le cerf. Finalement, le roi et les courtisans vont au contraire le célébrer. C'est ce que nous apprennent les paroles rapportées en style indirect libre, miracle, apothéose, avec le point d'exclamation, la ponctuation expressive qui souligne l'intensité de la célébration de ce cerf. On voit cette critique qui se poursuit donc de la part du fabuliste sur la capacité de la cour à changer d'état d'esprit à l'image du roi, et quelque part ce manque de logique du roi qui finalement n'est pas porté sur la réflexion, mais sur une justice partiale, c'est-à-dire selon son bon vouloir, et qui peut varier. Il est lui aussi très versatile dans les affinités, dans on va dire l'impression qu'il a de ses courtisans.
Ça permet de conclure la phase de narration, du côté plaire. La forme de conseil adressé aux lecteurs et aux apprentis fabulistes, on va dire. Alors, il s'agit ici de la prend la position dominante va être le fabuliste, celui qui va savoir donc combiner la pensée et l'imagination, la pensée didactique et l'imagination narrative, créative. On voit bien les deux parties de l'apologue ici. Et il faut noter la rime songe mensonge. Alors la vision du cerf qui évidemment n'était pas vraie, qu'il a et sont en effet reconnus là les pouvoirs de l'imagination avec la périphrase agréable mensonge pour le corps. Il est important de bien imaginer ici, et on voit que cette rime très riche, songe, mensonge, célèbre ce pouvoir que va prendre le fabuliste qui s'est imaginé, donc manipuler ses auditeurs. L'antithèse entre indignation et ami montre que célèbre les pouvoirs de l'apologue puisqu'ils vont avoir la capacité de faire changer d'idée, dans notre exemple, le monarque, qui, de manière généralisée, la fonction de roi et ceux qui l'occupent sont discrédités, montrés d'une manière méprisante par l'animalisation. Ils goberont la part. On fait référence aux poissons. On voit bien ici que celui qui a le pouvoir, qui est capable de dominer, en fait, c'est plutôt le fabuliste par son imagination. Avoir un pouvoir temporel, mais en tout cas, les fabulistes ont le pouvoir des mots, de la langue, et on passe vite du pouvoir des mots au mot du pouvoir. Ça va être le pouvoir de l'apologue, et à travers celui-ci, le pouvoir des fabulistes. Vous serez leur ami sonne comme un futur prophétique, et une sorte de manière de vivre à la cour, de façon à se protéger sans pour autant perdre son être. C'est ici que, pour conclure, on peut comprendre qu'entre le cerf qui va raconter une fable au monarque dont la morale implicite serait « je ne mérite pas d'être condamné » ou bien « je dois avoir la vie sauve », c'est la même chose, ce cerf et le fabuliste, en fait, sont en écho. Il y a un jeu de miroir entre les deux. Le fabuliste La Fontaine se représente presque lui-même sous les traits du cerf dans cette fable. On a donc une mise en abîme, puisque le discours du cerf est une fable à l'intérieur d'une fable. C'est cette narration minimale de la vision de la reine est là pour illustrer le pouvoir de la fable, et c'est pour ça qu'on peut le mettre en relation avec ce même texte de La Fontaine. Voilà.